les cartes grises, enfin, une prévision de 24,7 millions de recettes au titre des cartes grises. Le poste dotation, ce sont des dotations versées par l'État du type DGF ou dotation générale de décentralisation. 135 millions au total versés par l'État, dont 88 millions en fonctionnement, 46 millions en investissement. L'investissement, c'est essentiellement la dotation régionale pour l'enseignement secondaire, alors qu'en fonctionnement, les 88 millions, vous avez là-dedans la DGF, dotation globale de fonctionnement, mais également des dotations générales de décentralisation. Viennent ensuite les subventions. Au total, 106 millions de subventions attendues par la région, 66 millions en fonctionnement, 40 millions en investissement. Dans les subventions attendues en fonctionnement, pour l'essentiel, la très grande partie, ce sont des recettes attendues au titre du FSE, des fonds européens donc. Alors qu'en investissement, on a là un partage plus équilibré entre des recettes attendues du FEDER et des recettes attendues de l'État pour la nouvelle route du littoral. S'agissant de ces subventions, la prévision de recettes qui est inscrite correspond à des dépenses qui ont été réalisées dans les budgets antérieurs et justifiées. Enfin, des montants beaucoup plus faibles, 5,9 millions de produits de gestion attendus par la collectivité. Ce sont des services publics qui font l'objet d'une tarification, comme par exemple les droits d'entrée au conservatoire ou les concessions qui sont octroyées sur les routes nationales. 64 millions d'autres recettes, essentiellement deux sous-catégories, le FCTVA pour 59 millions, remboursement de la TVA par l'État sur la TVA supportée par la collectivité sur des augmentations de patrimoine, et une prévision également de 5 millions pour des cessions d'éléments de patrimoine régional qui n'ont pas un caractère stratégique pour la collectivité. Enfin, le recours à l'emprunt, comme je le disais, 354 millions, proposés au titre du budget primitif 2016, dont une très grande partie concerne le financement de la nouvelle route du littoral. Donc, une répartition par grande catégorie de ces recettes fiscales. Vous voyez que la fiscalité va représenter 36% des recettes budgétaires, les dotations de l'État 13%, les subventions attendues 10%, les produits 7% et le recours à l'emprunt 34%. Quelques mots sur les écritures d'ordre. La présentation qui vous a été faite jusqu'à présent l'a été en mouvement réel, c'est-à-dire des dépenses et des recettes qui vont donner lieu à des transits par la trésorerie de la collectivité. Ils vont transiter par la trésorerie. Il y a à côté de ces écritures en mouvement réel des écritures en mouvement d'ordre, et c'est la sommation des deux qui permet d'équilibrer le budget. Alors, vous avez dans ce tableau le rappel des écritures d'ordre qui sont prévues dans ce budget. Elles sont peu nombreuses en ligne, mais en montant, elles sont très importantes. On est là sur des montants totaux de l'ordre de 389,5 millions d'euros. Une partie en fonctionnement, une autre partie en investissement. La grande caractéristique de ces écritures d'ordre, c'est qu'elles sont internes au budget et elles s'équilibrent en dépenses et en recettes. Un exemple, la neutralisation des dépenses d'amortissement, qui est une recette de 79,7 millions en recette de fonctionnement, devient une dépense d'investissement que vous avez au chapitre 906. Donc ce sont des écritures qui s'équilibrent globalement et qui permettent surtout d'équilibrer les différentes sections, les deux sections. Important sur ce budget primitif, l'équilibre total en mouvement budgétaire. Donc quand on additionne les écritures en mouvement réel et en mouvement d'ordre, on a là un équilibre par section qui s'établit à 644,9 millions en section de fonctionnement et 779,7 millions d'euros pour la section d'investissement. Voilà la présentation rapide qui vous a été présentée pour le budget principal. Je vous rappelle que au-delà du budget principal, il y a
dans ce budget primitif deux budgets annexes, le budget de l'énergie et le budget de la DSP musée. Ce sont des petits budgets. Pourquoi des budgets annexes? Parce que ce sont des opérations qui sont soumises à TVA et la réglementation nous oblige là à les identifier dans un budget qui a une nomenclature particulière, un budget qui a une nomenclature M4. L'ensemble budget principal et les budgets annexes font l'objet d'une consolidation. Elle vous est présentée dans le rapport global de présentation du budget. À côté de ce budget principal et budget annexe, deux budgets autonomes. Quand je dis budget autonome, ce sont des budgets qui ont une autonomie financière. Il n'y a pas de, comment dire, de trésorerie unique. Il y a une trésorerie séparée pour à la fois le budget FEDER et le budget Interreg. On est là sur des dépenses plus importantes que les budgets annexes. 141 millions équilibrés en dépenses et en recettes pour le budget FEDER, 7,9 millions pour le budget Interreg. On est là sur une logique où les autorisations de programme ayant été ouvertes antérieurement, à hauteur de 63 millions pour le budget Interreg et 1,130 milliard pour le budget FEDER. La démarche qui a été prise pour les prévisions budgétaires, c'est d'ouvrir 1/8 de ces autorisations de programme ouvertes antérieurement, dans l'immédiat, sachant que la collectivité a toujours la possibilité ultérieurement d'adopter de réajuster ses prévisions en fonction des besoins. Voilà, Monsieur le Président, rapidement présenter ce budget primitif pour l'exercice 2016. Très bien, merci. Je propose maintenant une présentation d'un document qui est lié, qui est celui donc, de la trajectoire d'équilibre, pour vous permettre d'appréhender un peu mieux les éléments dans la durée. Monsieur le Président, est-ce que je peux juste poser une question avant que le responsable s'en aille, juste parce que c'est lui qui devrait... Vous aurez le loisir de le faire plus tard. Mais c'est juste une question, c'est par rapport à un élément qu'il a abordé. Nous allons terminer. Vous allez être toujours présent alors, c'est ça? Bon, ben c'est bon, ok. Pardon, Monsieur le Directeur. C'est plutôt moi, Monsieur le Président. Juste pour faire un point sur l'analyse pluriannuelle des finances de la région. La collectivité régionale a engagé un programme lourd d'investissement, comme vous l'a expliqué Monsieur le Directeur financier, avec une masse financière de près de 3 milliards d'euros. Lors de l'engagement de la programmation de ces opérations, il nous a semblé intéressant que la collectivité soit accompagnée par un cabinet spécialisé pour examiner la soutenabilité et notre capacité à porter ce programme d'investissement. Parmi les indicateurs qui ont été retenus par ce cabinet, le cabinet Klopfer, deux indicateurs sont tout à fait importants. Il s'agit du taux d'épargne. Le taux d'épargne, comme vous l'avez à l'écran, c'est l'épargne brute ramenée aux recettes de fonctionnement. S'agissant du deuxième indicateur, c'est la capacité de désendettement. Cette capacité de désendettement est un indicateur essentiel puisqu'il prend en compte la situation de notre fonctionnement et notamment le niveau de l'épargne pour permettre à la collectivité de financer ce programme lourd d'investissement. Ces deux indicateurs ont été testés par ce cabinet Klopfer pour la période 2013-2021 avec, s'agissant du premier indicateur, une obligation pour la collectivité d'avoir un taux d'épargne brute qui soit supérieur à 15, et s'agissant du deuxième indicateur, la capacité de désendettement sur l'ensemble de la période, que la collectivité doit être en capacité de rembourser la totalité de la dette sur 10 ans en prenant en compte l'épargne brute. Voilà les deux éléments essentiels qui nous ont permis, en tout cas, à la fois dans le cadre de l'élaboration du budget de la collectivité depuis 2013, de respecter ces orientations, et c'est sur la base de ces éléments que la collectivité a négocié avec la BOI, avec la Caisse de dépôt et de consignation, des contrats de réservation qui s'élèvent à plus d'1 milliard.
On peut passer, Madame Rezinski, au slide suivant. Tout simplement vous expliquer ici le rappel du projet de mandature issu du protocole de Matignon avec une dotation en autorisation programme d'un montant de 2 milliards, des engagements nouveaux à hauteur d'1 milliard pour arriver au montant qui vous a été présenté tout à l'heure par Monsieur le directeur financier, 3 milliards. Et vous avez, sur la base de la trajectoire d'équilibre qui a été présentée en assemblée plénière, comment la collectivité envisage de financer ce programme lourd d'investissement. Il s'agit à la fois de le financer par le dégagement d'une épargne brute annuelle et cumulée sur la période 2016-2021 d'un montant de 770 millions d'euros, des recettes d'investissement qui sont aujourd'hui en tout cas formalisées à travers des engagements auprès de nos partenaires Union européenne, État, FCTVA, c'est encore l'État, pour un montant d'1,4 milliard et le montant de l'emprunt pour arriver aux 3 milliards 807 millions d'euros. Madame Rezinski, si on peut passer au slide suivant. Sur ce tableau d'analyse sur le premier indicateur qu'est l'épargne, vous avez sur ce tableau la trajectoire qui a été présentée à l'Assemblée plénière de la collectivité lors du vote du budget de 2013, c'est-à-dire en décembre 2012. Le cabinet Clofer avait fait des prévisions en ce qui concerne l'épargne brute et le taux d'épargne, c'est-à-dire le premier indicateur que je vous ai présenté tout à l'heure. Et vous avez sur ce tableau, puisque lors de la présentation de cette trajectoire, le CA, le compte administratif de 2013 n'était pas exécuté, le compte administratif de 2014 non plus, et vous avez aussi sur ce tableau une prévision en tout cas de notre compte administratif au titre de l'année 2015. Qu'est-ce que nous constatons ? Ligne après ligne, vous avez à la fois la prévision de la trajectoire d'équilibre telle que Clofer l'avait estimée, et vous avez l'épargne telle que l'épargne a été constatée au compte administratif de la collectivité. En un mot, de 2013 à 2015, mesdames et messieurs, vous aurez examiné le compte administratif de la collectivité au titre de l'année 2015 en juin de cette année. Nous avons au titre de l'année 2015 une épargne de 174 millions, là où Clofer, dans la trajectoire d'équilibre de 2012, prévoyait une épargne de 170 millions d'euros. Vous voyez même que l'épargne qui va être dégagée au CA de 2015, pour prendre cet exemple, va même au-delà de la prévision de Clofer, document établi en décembre 2012. S'agissant du taux d'épargne, vous voyez que le CA que vous aurez à approuver au titre de l'année 2015, nous avons exactement le même taux d'épargne brute que la prévision de la trajectoire d'équilibre de 2012. Tout ceci pour vous dire que de 2013 à 2015, la collectivité régionale a scrupuleusement, sur cet indicateur, respecté, en tout cas, le niveau d'exigence qui a été, en tout cas, formalisé à travers notre trajectoire d'équilibre. J'ajoute que les contrats qui ont été négociés, signés avec la BOI et la CDC, il y a un niveau d'exigence des partenaires financiers. Vous ne prêtez pas à une collectivité 1 milliard sans avoir un niveau d'exigence en ce qui concerne le respect des principaux ratios. S'agissant du taux d'épargne, vous le voyez sous vos yeux, cette exigence a été respectée. Qu'est-ce qui se passe au titre du BP 2016 ? En toute transparence, vous avez les éléments qui figurent au BP 2016. Ces éléments, en ce qui concerne l'épargne brute, qui est un indicateur majeur, il y a effectivement un écart entre la prévision qui a été établie en 2012, qui prévoyait une épargne à hauteur de 159 millions, et l'épargne tel qu'il est constaté au BP de 2012, avec un écart
de 46 millions d'euros. Les éléments d'explication que nous avançons à ce stade de cette prévision, puisque quand on est en budget, nous sommes dans une prévision, c'est que nous avons pris la décision en ce qui concerne les prévisions des recettes de la collectivité de ne pas, en tout cas, intégrer 35 millions d'euros de recettes FSE attendues. La collectivité préfinance les formations et nous avons dans cette salle des connaisseurs de ces dispositifs et dépose des dossiers pour demander à ce que les fonds communautaires nous remboursent une partie de ces sommes. S'agissant du FSE, dont l'autorité de gestion est l'État, à la date d'aujourd'hui, l'État n'a pas, le préfet de La Réunion, pour les élus qui ont participé à la réunion de CNS en préfecture, le préfet de La Réunion n'a pas à ce jour, contrairement au conseil régional, n'a pas été accrédité par le Premier ministre et du coup, il n'est pas en capacité de procéder à des appels de fonds pour rembourser les sommes qui ont déjà fait l'objet d'un engagement par la collectivité. Compte tenu de l'absence d'accréditation, il nous a paru indispensable de ne pas positionner des recettes où nous n'avons pas la garantie que ces recettes seront au rendez-vous au titre du BP 2016. Ces recettes, compte tenu du retard, en tout cas en ce qui concerne l'exécution du programme FSE à La Réunion, le nouveau programme, il nous paraît donc responsable que ces crédits ne viennent pas gonfler les recettes théoriques de la collectivité au titre du BP 2016 et explique en grande partie, en tout cas, l'écart entre notre prévision et Clopfer. S'agissant du delta, Madame Lazinski, je finis sur les subventions de l'État. La DGF, je vous renvoie au rapport qui vous a été présenté. La DGF en cumulé est en baisse pour la région au titre de l'année 2016 avec un cumul de près de 11 millions. Si vous ajoutez les 35 et les 11, vous arrivez effectivement à un écart entre la prévision de la collectivité au titre du BP 2016 et la prévision de Clopfer. Et j'aurais fini en ce qui concerne l'épargne. S'agissant de l'analyse financière de la dette, qui est un élément important sur la situation de la collectivité, toujours sur la trajectoire d'équilibre, nous reprenons les éléments du CA. La prévision telle que Clopfer l'avait envisagée. Vous avez un niveau d'endettement de la collectivité au CA constaté de 308 millions, Clopfer envisagé un niveau d'endettement à fin 2013 de 321. Donc vous voyez qu'en 2013, entre les prévisions de Clopfer en endettement et le CA de la collectivité, il y a plutôt un niveau d'endettement qui est inférieur par rapport aux prévisions de Clopfer. S'agissant du CA de 2015 que vous aurez, mesdames et messieurs, à examiner en juin de cette année, il y a un écart entre la prévision de Clopfer et le CA de la collectivité que vous aurez à approuver de 50 millions. Les explications de cet écart, un dispositif nouveau a été mis en place par l'État de préfinancement du FCTVA et la collectivité a mobilisé au taux zéro cette avance auprès de la CDC, d'où un niveau d'endettement avec un décalage par rapport au CA, par rapport à la prévision de Clopfer. J'arrive au BP de cette année. Vous avez effectivement un écart de 158 millions entre le niveau d'endettement que nous prévoyons à fin 2016, ce n'est pas le CA, on est sur une prévision, donc on est pratiquement au même niveau que Clopfer. Il y a un écart de 158 millions que nous expliquons avec trois éléments. La section d'investissement est financée par trois éléments. Par l'épargne brute, qui est le premier élément. Deuxième élément, par les recettes d'investissement. Et le troisième élément, c'est l'emprunt. Quand vous avez votre épargne qui baisse,
il y a un impact sur le financement de la section d'investissement. Donc au BP 2016, nous avons une baisse de l'épargne de 40 millions. Cette baisse de 40 millions sera financée au titre de l'année 2016 par un besoin d'emprunt d'autant. Deuxième élément, nous sommes en fin et en début de programmation s'agissant du FEDER, même si la région autorité de gestion est accréditée. Mais l'État, qui doit clôturer le PO 2007-2013, a une obligation vis-à-vis de la Commission pour encaisser les recettes de solde et doit déposer un rapport auprès de la Commission en mars 2017. C'est sur cette base, alors qu'il y a des recettes FEDER liées à la route du littoral qu'on devrait encaisser au titre du PO 2007-2013, ces recettes seront décalées en 2017. Et nous avons pris cette décision, en tout cas, de ne pas gonfler les recettes et les subventions au titre du BP et de vous présenter un BP qui soit sincère avec la réalité. Compte tenu de cette situation, le BP en section d'investissement sera équilibré en mobilisation d'emprunts. S'agissant des indicateurs, Madame Razinski, vous allez me mettre en difficulté. S'agissant des indicateurs, je vous ai expliqué qu'il y a deux indicateurs. Le taux d'épargne qui doit toujours être supérieur à 15. Cette condition est remplie. Nous sommes à 21,4. La capacité de désendettement annuel ne doit pas dépasser 10 ans. Le BP qui vous est soumis présente une capacité de désendettement de 7 ans et le CA qui vous sera présenté, vous le constatez, mesdames et messieurs, est tout à fait conforme par rapport à la trajectoire d'équilibre. On passe cette fois-ci. Voilà les conditions qui ont été négociées avec nos partenaires financiers. Année après année, la collectivité doit transmettre et son BP et son CA à la BOI, à la Caisse de dépôt et de consignation, qui doit vérifier si ces deux ratios sont respectés. Si les deux ratios ne sont pas respectés, nous sommes dans une situation de discussion avec nos partenaires qui sont assez exigeants par rapport à ces deux ratios. Donc il y a une vraie volonté de la collectivité, malgré des éléments qui nous dépassent, notamment, je vous ai expliqué la situation liée au FSE. On n'a pas, d'une façon volontaire et responsable, on n'a pas voulu vous présenter un budget qui soit gonflé en recettes, alors que nous avons des éléments, alors que nous avons les conventions signées avec l'État. Nous n'avons pas voulu vous présenter un budget accessoirement, n'est-ce pas, pas dégradé au niveau de l'épargne, avec des recettes qui ne seront pas au rendez-vous. C'est en toute responsabilité, puisque le CA de 2016 fera l'objet d'une communication à nos partenaires financiers, et c'est donc en responsabilité que la collectivité vous a présenté une situation qui sera, nous estimons, conforme au CA de 2016. La trajectoire d'équilibre de 2012 commence à dater et conforme au projet de la mandature précédente. Cette trajectoire d'équilibre doit faire l'objet d'une mise à jour et qui doit intégrer et respecter ces deux niveaux d'exigence, un taux d'épargne qui doit toujours être supérieur à 15 et une capacité de désendettement qui doit toujours être inférieure à 10 ans. Sinon, la collectivité ne respectera pas ses engagements vis-à-vis de ses partenaires financiers. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est M. Aubry qui intervient. Très bien, merci Monsieur le Directeur. Monsieur Aubry, peut-être la question a été posée entre les vapeurs et les fiscaux. Si nous pouvions avoir quelques éléments de précision, s'il vous plaît. La présentation un peu petite, mais je vais vous l'expliquer.
Donc, comment calcule-t-on la puissance fiscale d'un véhicule telle qu'elle est affichée sur la carte grise? Donc déjà pour rappel, le dispositif, la formule en vigueur en fait date de 1998. Avant, le calcul était effectué en fonction en fait de la cylindrée du véhicule. Donc à ce jour, donc depuis 1998, la puissance fiscale donc, dépend directement donc, de la puissance du véhicule, donc, effectivement au cheval-vapeur, et également donc, des rejets de CO2. Donc la puissance mathématique, en fait, telle qu'elle est à ce jour dans le Code des impôts, donc la puissance fiscale, donc c'est égal donc, aux émissions de CO2 exprimées en grammes par kilomètre, divisé par 45, auquel vous rajoutez donc la puissance qui est exprimée en kilowatts. C'est pour ça que vous avez donc la puissance DIN multipliée par 0,736 divisé par 40, le tout puissance 1,6. Donc vous avez une illustration en fait pour un véhicule en fait de 231 chevaux qui émet 197 grammes par kilomètre de CO2. Donc la puissance fiscale calculée est donc de 14,51 arrondi à 15. Donc une précision également, donc c'est uniquement donc le cheval fiscal qui est exprimé selon le sigle CV sur la carte grise qui permet au droit fiscal d'établir donc les certificats d'immatriculation. Vous avez le petit tableau avec donc un rappel de la taxe fiscale, 2015 39, 2016 51 euros. Donc vous avez une augmentation de 12 euros par puissance fiscale, par cheval fiscal, avec deux exemples. Le premier, ça concerne une voiture de 7 chevaux fiscaux. Donc en 2015, le montant de cette taxe est de 273. En 2016, 357. Donc vous avez une augmentation de plus 84 euros. Et un deuxième exemple avec une voiture de 4 chevaux fiscaux, donc la taxe 2015 de 156 euros, 2016 donc 204, soit une différence de plus 48 euros. Voilà. Très bien, merci. Je pense que nous y reviendrons. Je vous propose de, merci M. Rouy, d'avoir l'avis des commissions. L'avis de la commission des affaires générales et financières, Mme Kerbidi, s'il vous plaît. La Commission donne un avis favorable au projet de budget primitif 2016, budget principal, budget annexe et budget autonome, sous réserve de la prise en compte dans le budget principal des compléments ci-dessous portant sur les seules capacités d'engagement. Leur couverture par des crédits de paiement se fera au fur et à mesure des besoins par virement interne au budget. Chapitre 900, dématérialisation, acquisition de logiciels et licences, 90 000 euros. Chapitre 902, enseignement secondaire, équipement de lycée, 3 500 000 euros. Enseignement supérieur, soutien à la recherche, 433 050 euros. Chapitre 908, voirie communale, 2 millions d'euros. Chapitre 930, dématérialisation, prestations diverses, 70 000 euros. Chapitre 952, dépenses imprévues, 300 000 euros. Pour l'engagement de ces capacités d'engagement, délégation donnée à l'ordonnateur pour les chapitres 900, 930 et 952 pour moitié. Délégation donnée à la commission permanente pour les chapitres 902, 908 et 952 pour moitié. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. L'avis de la commission éducation, formation, jeunesse et réussite. Madame Bassir, peut-être. Je propose que nous terminions et que vous puissiez intervenir juste après. Juste pour dire, Madame Kerbidi, que la commission a adopté à la majorité. Merci, Monsieur Badier, de respecter l'ordre qui est prévu. Je t'en prie, Madame Bassir. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. La commission éducation, formation, jeunesse et réussite émet un avis favorable sur le budget 2016 relatif à la mise en œuvre du pilier 1, un passeport réussite pour chaque jeune réunionnais, qui se traduit par une enveloppe globale de 196 169 041 euros en capacité d'engagement et de 172 458 030 euros en crédit de paiement. Elle se félicite de la traduction budgétaire des orientations stratégiques de la collectivité dans le budget primitif 2016 qui confirme la volonté de la collectivité de placer la jeunesse au cœur des priorités régionales. Elle prend acte des modifications qui ont été apportées suite à des erreurs matérielles telles que précisées ci-dessous dans le tableau.
notamment dans le secteur de la formation professionnelle, le secteur de l'éducation. Est-ce que je dois lire le tableau? Non. Ça va, très bien. Secteur de formation professionnelle et apprentissage. S'agissant du secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage, la Commission se réjouit de l'engagement de la collectivité à poursuivre une politique de formation ambitieuse pour offrir aux Réunionnais une offre de formation de qualité et répondre ainsi aux besoins économiques du territoire. Ce budget, qui s'inscrit dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, CPRDF, et de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, permettra ainsi la mise en œuvre du pilier 1 de la mandature au travers du passeport réussite pour tout jeune réunionnais et le pacte d'entreprise réunionnaise citoyenne pour l'apprentissage. Il permettra également l'élaboration du nouveau contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle, ainsi que le déploiement du service public régional de l'orientation. Concernant l'apprentissage, la Commission note avec satisfaction que l'année 2016 sera marquée par un développement important d'une offre de formation complémentaire dans le supérieur afin de proposer des solutions adaptées aux bacheliers professionnels. Par ailleurs, la poursuite de la politique d'adéquation entre formation et besoins du monde économique restera au cœur des interventions régionales, tout comme l'accompagnement des grands chantiers régionaux et la mise en place du programme d'action préparatoire à la qualification et à l'insertion des publics en difficulté. Enfin, concernant l'emploi, la Commission approuve la mise en œuvre du plan 500 000 formations dont le pilotage local sera assuré par la région. Secteur éducation, en matière d'éducation, la Commission souligne les efforts soutenus de la région en matière d'investissement au travers de la poursuite de sa politique dynamique des grands chantiers de construction et de réhabilitation des lycées afin d'offrir aux lycéens un cadre propice à la réussite. Elle tient à faire remarquer la qualité du travail effectué par les adjoints techniques territoriaux qui exercent leur mission au sein des équipes mobiles et dont le professionnalisme et l'expertise sont unanimement reconnus par la communauté éducative, contribuant ainsi à maintenir un environnement de qualité pour les lycées. Elle rappelle également que la réussite passe par des formations adaptées à chaque Réunionnais selon ses attentes et ses capacités. Ainsi aussi, dans le cadre de son intervention financière contribuant à l'ouverture de nouvelles filières de formation, elle veillera à sécuriser les parcours des bacheliers issus des baccalauréats professionnels et technologiques pour leur permettre d'obtenir une qualification et une meilleure insertion professionnelle. Enfin, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, la Commission salue l'accompagnement de la collectivité en direction des étudiants à travers les aides mises en place en vue de faciliter leurs accès à des études supérieures. Elle note également l'effort de la collectivité qui contribue au développement des campus de l'Université de La Réunion, visant à renforcer les capacités d'accueil en matière de formation et à maintenir une offre diversifiée sur le territoire. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Avis de la Commission des grands chantiers, des transports et déplacements. Monsieur Fornel, s'il vous plaît. Président, chers collègues, bonjour. La Commission émet un avis favorable sur le budget primitif 2016 du pilier 2 qui permet d'engager la deuxième génération de grands chantiers réunionnais. Ce budget décline les orientations de la mandature pour l'année 2016 débattue le 23 février dernier. C'est ainsi qu'un budget de près de 2 500 000 € est inscrit pour 2016 afin d'accompagner des projets structurants d'aménagement et de développement du territoire, ainsi que le développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Cela concerne l'aéroport de Pierrefonds et la zone d'activité dans le sud pour en faire une plateforme de référence aéroportuaire et industrielle pour le fret et l'ouverture au pays d'océan Indien. Le soutien à la réalisation de l'éco-cité insulaire et tropicale dans l'Ouest comme vitrine de l'excellence et du savoir-faire réunionnais et le projet de pôle portuaire industriel et énergétique de Bois-Rouge dans l'Est comme porte d'entrée de l'Europe dans l'océan Indien. Dans le domaine des transports et déplacements, un budget de près de 5,8 millions d'euros est inscrit pour la poursuite du programme régional de développement des transports publics et de mobilité durable.
conformément aux objectifs stratégiques du schéma régional des infrastructures et des transports, le SRIT, avec en particulier le lancement des études de monorail reliant Sainte-Marie et Saint-Denis et la préparation du transfert des compétences transport du département à la région, prévu en 2017 par la loi NOTRe. S'agissant du secteur routier, la Commission souligne la progression du chantier de la nouvelle route du littoral qui se traduira en 2016 par le début des travaux du grand viaduc maritime. Par ailleurs, la poursuite des opérations de développement du réseau routier avec la déviation de Saint-Joseph, le pont de la rivière des Galets et la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis. La région lancera sous sa propre initiative la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement de l'entrée ouest de Saint-Denis afin d'accompagner la mise en service attendue de la NRL à l'horizon 2020. Les actions de modernisation du réseau, que sont les renforcements de chaussées et confortement d'ouvrages d'art, participeront au maintien d'un niveau de service optimal pour les usagers et au développement économique de l'île en soutenant notamment la commande publique. C'est ainsi qu'un budget d'environ 85 millions d'euros sera consacré à ce secteur. Pour la réalisation d'équipements de proximité dans les communes, à travers une deuxième génération du plan d'aide aux communes, c'est une première enveloppe de 6 millions d'euros qui est inscrite au BP 2016. De même, pour améliorer le quotidien des familles réunionnaises à travers un plan de réhabilitation des logements sociaux, c'est une première enveloppe de 5 millions d'euros qui est prévue pour 2016. La Commission a souhaité que les critères du plan de relance soient élargis, ainsi à l'eau potable, y compris les réservoirs et usines de potabilisation et des bâtiments administratifs des communes, et que les subventions versées pour la réhab des logements soient prises en compte par les bailleurs sociaux dans le cadre d'une accession à la propriété. Enfin, pour le programme d'aménagement du numérique, un engagement de 500 000 euros est prévu au BP 2016 pour poursuivre et accompagner le développement numérique de l'île de la Réunion. Le périmètre du réseau Gazelle sera étendu et son catalogue revisité. Le schéma directeur territorial pour l'aménagement numérique sera mis en œuvre, d'une part en poursuivant le suivi des déploiements de fibres optiques des différents opérateurs privés et d'autre part en lançant le projet du très haut débit public dans les zones oubliées par les opérateurs. L'objectif à terme étant de permettre à l'ensemble des Réunionnais d'accéder au très haut débit. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. L'avis de la Commission économie, entreprise, Monsieur Foissin. Chers collègues, Monsieur le Président, la loi du 7 août 2015 porte un petit problème de micro, voilà. Chef de file de la définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire. À cet effet, la collectivité dispose de la compétence exclusive pour définir et décider de l'octroi des aides aux entreprises pour la création ou l'extension d'activités économiques et pour accompagner les entreprises en difficulté. C'est dans ce nouveau cadre que la région élaborera en 2016 un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le SRD E2, autour des enjeux tels que le tourisme, l'innovation ou les usages numériques, et ceci dans un souci d'aménagement spatial équilibré du territoire. Ces composantes obligatoires sont les aides aux entreprises, le soutien à l'internationalisation, les aides à l'investissement et l'innovation des entreprises, les orientations relatives à l'attractivité du territoire et le développement de l'économie sociale et solidaire. La nouveauté de ce schéma tient principalement à son caractère obligatoire et prescriptif vis-à-vis des décisions des autres collectivités territoriales et de leurs groupements, dont les actes en matière d'aide aux entreprises devront être compatibles avec le fameux schéma régional de développement économique et d'innovation et d'internationalisation. C'est dans ce contexte que s'est inscrit l'examen du BP 2016 par la Commission économie-entreprise. En ce qui concerne l'investissement régional dans le domaine économique, votre commission note le fort effet levier recherché pour la mobilisation des fonds européens dans le cadre des nouveaux programmes opérationnels. Le cofinancement régional de 18 millions d'euros servira d'effet levier et permettra de mobiliser 68 millions d'euros de fonds européens 2014-2020 pour le développement économique.
Pour rappel, les thématiques recherche, innovation OT1 et économie OT3 bénéficient de 348 millions d'euros de FEDER pour cette même période 2014-2020. Dans ce contexte réglementaire et financier, conformément aux orientations budgétaires débattues en assemblée plénière du 23 février 2016, les membres de la commission économie et entreprises réunis le 12 avril 2016 sont favorables aux propositions formulées dans le budget primitif 2016 pour le pilier 3, libérer les énergies, libérer les entreprises, tant dans les éléments de rupture que dans la continuité des actions conduites antérieurement. Votre commission économie-entreprise émet un avis favorable sur ce projet de budget primitif pour l'année 2016 dans le secteur économie. Concernant les zones d'activité, la Commission sollicite une cartographie des zones d'activité existantes et des besoins en immobilier d'entreprise. À cet effet, la Commission préconise que l'Agora soit sollicitée afin qu'une étude soit menée sur tout le territoire. Dans le secteur du tourisme, votre Commission économie-entreprise émet un avis favorable au projet de budget primitif 2016 du secteur tourisme. Les élus saluent le lancement des travaux de révision du schéma de développement et d'aménagement touristique de la Réunion, le SDATR, qui aboutiront au début de l'année 2017 à l'adoption d'un document de planification actualisé pour les 5 années à venir. Il souligne l'importance pour le bureau d'études retenu de travailler en concertation, bien sûr, avec les opérateurs. Enfin, la Commission demande à ce qu'une attention particulière soit portée à la filière du tourisme rural haut de gamme, pour laquelle il est rappelé que des dispositifs particuliers existent au sein du POE 2014-2020, Écolodge et hébergement insolite et de charme. Secteur recherche et innovation, votre commission économie-entreprise émet un avis favorable sur le projet de budget primitif 2016 pour le secteur recherche et innovation. Les élus soulignent la nécessité d'orienter la recherche qui s'inscrit dans le cadre de la S3 sur des problématiques propres au territoire par le biais éventuel de consultations ciblées. Par ailleurs, la cohérence entre les orientations régionales et la stratégie universitaire doit être renforcée. Le schéma enseignement supérieur, formation supérieure, recherche, le CEFOR, devrait non seulement permettre de s'assurer de la pertinence de l'offre de formation, mais aussi de proposer une organisation adéquate sur la base d'une étude des bonnes pratiques des autres régions pour favoriser le dialogue entre la collectivité et l'université. Je vous remercie. Très bien, merci, chers collègues. L'avis de la Commission aménagement, développement durable, énergie, M. Bachir Vali, s'il vous plaît. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, la Commission aménagement, développement durable et énergie émet un avis favorable sur le BP 2016 concernant le pilier 4. Le budget total du pilier 4 s'élève à plus de 20 millions d'euros en engagement et à 19 millions d'euros en crédit de paiement et vient décliner de manière opérationnelle les priorités de la mandature dans ce secteur. Concernant le secteur aménagement, la Commission note que c'est un budget de près de 5 millions d'euros en investissement et en fonctionnement qui sera consacré en 2016, notamment pour la mise en révision du SAR, pour en faire un véritable outil au service du développement économique et pour décliner de façon opérationnelle les actions en faveur de l'aménagement et du développement des hauts pour en faire des territoires attractifs